7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'intéresse aux femmes surdouées. Les petits génies de moins de 15 ans sont largement médiatisés maintenant, mais une fois adultes, les surdoués qui présentent un quotient d'intelligence supérieur à 130 retombent dans la normalité d'une carrière parfois brillante, parfois morose, avec l'ennui qui domine une grande intelligence. Alors qu'en est-il pour les femmes à haut potentiel intellectuel ? Elles sont moins souvent détectées que les garçons durant l'enfance, parce que bonnes élèves, elles font pas de vagues à l'école, et pourtant, comme les hommes, elles sont plus rapides pour réfléchir, pour résoudre des problèmes, pour mémoriser une grande quantité d'informations, synthétiser et ressentir le monde avec une extrême sensibilité. Alors comment sont considérées ces femmes différentes ? Comment sont-elles considérées par leur entourage, par le monde du travail, leur entreprise ? Est-ce que leur talent est bien utilisé ? Eh bien c'est à vous de nous répondre, surtout à vous les voisines. Si vous avez conscience de votre différence, contactez-nous dès maintenant pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone, le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez poster des messages écrits. Ne postez pas de messages audio parce qu'on a démarré l'émission en direct et le plus simple, ce serait que vous nous appeliez, que vous nous posiez des questions en direct. Bonjour Monique de Kermadec. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste et vous êtes spécialiste des enfants surdoués à la base. Vous avez publié de nombreux livres sur les enfants surdoués, mais vous vous intéressez aussi aux adultes, d'abord parce que les enfants que vous suivez depuis votre longue carrière sont devenus des adultes surdoués et vous publiez La femme surdouée aux éditions Albin Michel. Vous employez volontairement le singulier d'ailleurs parce que finalement l'intelligence extrême isole forcément un peu cette femme surdouée. Mais aussi parce que quand on est surdoué, on n'est pas nécessairement, exactement pareil qu'un autre surdoué. Les surdoués sont tous différents les uns des autres. Il y a une personnalité, bien sûr, qui s'ajoute à notre quotient intellectuel. Donc, il s'agit bien de la femme, même s'il y a effectivement un groupe de femmes que l'on peut considérer surdouées. Encore plus unique que l'humain de base. Lilia Rechniak, bonjour. Bonjour. Lilia Rechniak, vous avez été diagnostiquée au potentiel intellectuel et vous avez fondé la société ipipine.com pour que les entreprises puissent aider des personnes à haut potentiel, des personnes atypiques, pas toujours repérées d'ailleurs, et les inclure davantage et utiliser si possible leur talent dans le monde du travail. Et puis à la fin de l'émission, on donnera la parole à Didier Akoueté pour une nouvelle chronique. Tous entrepreneurs. 7 milliards de voisins. On est ensemble. C'est l'attitude qui gagne. Nous l'appellerons Sophia. C'est une trentenaire. Elle tient à l'anonymat. Elle ne veut pas dévoiler non plus son métier. Écoutez son histoire. J'ai toujours été considérée par ma famille et par les gens qui m'entouraient comme une enfant un peu étrange, bizarre, très très sensible. Après sont venues des crises d'angoisse, une peur panique d'aller demander une paille dans un restaurant, une peur panique des avions qui passaient au-dessus de la maison. J'étais persuadée que ça allait se cracher, voilà. Tout était tout le temps très intense, mais comme dans la joie, tout était très intense dans la joie. Et petit à petit, je me suis un peu renfermée sur moi-même parce que j'étais une enfant très timide, donc je n'osais trop rien dire, je restais dans mon coin, j'étais la bonne élève, je faisais tout bien. Et j'ai eu un petit frère. Et il s'avère que il a été très tôt très très brillant, très très doué, il savait lire à 3 ans et compter, enfin c'était impressionnant. Et un jour, il est allé faire les tests, en fait, pour savoir s'il était enfant précoce. Et il s'avère qu'il avait un QI de, je crois que c'était 180, enfin, une folie, quoi. Sachant qu'on considère qu'au-delà de 130, en fait, on est au-dessus d'un quotient intellectuel normal. Voilà, tout à fait. Et mon frère est devenu l'enfant surdoué de la famille. Et ensuite, qu'on a mis dans les premières classes d'enfants surdoués à l'époque, donc il est allé là-dedans, il a été très très malheureux dans ses écoles. Aujourd'hui, bon ben voilà, il est ce qu'il est, mais ça a été très douloureux pour lui, il veut plus en parler. Le fait d'avoir été décrété comme zèbre et tout, c'est quelque chose qui le met dans une colère folle, quoi. On n'appelait pas ça zèbre à l'époque. Hein. Non,
Et donc comme c'était lui, on s'est toujours dit dans la famille, il y en a qu'un seul qui est potentiellement surdoué, et puis il a une sœur, qui est trop sensible et voilà, qui est hyper nulle en maths et enfin bref. Parce qu'il pouvait y en avoir qu'un seul. Il pouvait y en avoir qu'un seul. Et que voilà, c'était le garçon aussi, il y a quelque chose de l'ordre du masculin, que ma mère a toujours dit que mon père devait être aussi zèbre. C'était pas possible qu'une femme puisse avoir un quotient intellectuel élevé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai eu en tout 3 ou 4 passages dépressifs très très forts dans mon adolescence, avec des choses qui étaient vraiment pas faciles à vivre. Et puis finalement, en allant voir psy sur psy, en prenant médicament sur médicament, un jour, j'ai vu une psychiatre à Paris qui m'a dit « Mais en fait, il faudrait peut-être faire ces tests parce que c'est ça en fait. » Et j'ai toujours refusé. Ce que vous avez compris avec cette psychiatre, c'est que la définition de la surdouance n'était pas limitée à la capacité à résoudre des énigmes mathématiques très compliquées, mais qu'elle pouvait simplement résider dans une hypersensibilité. Exactement. Ça m'a fait du bien quand même de savoir que c'était une perspective et que j'étais pas simplement folle en fait. Pourquoi au fond vous n'avez pas eu envie de faire ce test, en avoir le cœur net? Alors au début j'étais hyper enthousiaste à l'idée de le faire, en me disant ok on verra bien, c'est un jeu quoi. Et puis finalement, c'est cher. Et puis ma mère m'a dit je te le paye. Donc là je me suis dit non, j'ai pas envie, parce que sinon c'est rentrer en concurrence avec mon frère. Et mon frère, quand j'en ai parlé à mon frère, m'a dit ouais mais arrêtez de m'emmerder avec les zèbres, j'ai pas du tout envie d'en parler, et puis fais-le si t'as envie, mais c'est plus... Enfin, en tout cas, je te le souhaite pas. Je te souhaite plutôt que tu sois cheval ou licorne. Ou licorne, ou enfin autre chose, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est une discussion avec une très grande amie qui me dit « C'est possible, mais on met encore des gens dans des cases. » Au lieu de revendiquer, en fait, ta sensibilité qui est une arme, on ne doit pas te considérer parce que tu es quelqu'un de surdoué. On doit te considérer parce que tu es toi, avec ta sensibilité, toi, en tant que femme. Est-ce que cette expérience que vous partagez avec nous aujourd'hui, c'est une chose que vous livrez facilement à votre entourage, à vos collègues de travail, que vous êtes peut-être un petit zèbre? Absolument pas. Il y a 2 personnes au travail qui le savent, mais sinon, j'ai un peu honte de ça. Il y a toujours ce truc où j'ai l'impression que c'est bizarre de parler de ça, quoi. De se dire, oui, j'ai un quotient intellectuel plus élevé, peut-être, je sais pas. Ça fait un peu, oui, je me la raconte, quoi. Il y a un truc où qu'en fait, il faut simplement vivre avec des capacités qu'on a, en faire des forces, des armes. En vrai, moi, je suis très contente comme ça aujourd'hui, sans l'avoir fait. Je me suis protégée, quoi. J'étais beaucoup plus libre. Parce que vous vous rendez compte la pression que c'est quand on dit à un enfant, tu es différent, mais tu es un génie. Tu es un génie, tu vas pouvoir faire ça et tu vas le faire super bien. Et de toute façon, mon fils est un génie. Et on le raconte à tout le monde. Parce qu'on est fiers, en fait. Propos recueillis par Alice Milot. Et bien sûr, vous nous appelez, si vous vous reconnaissez aussi dans ce témoignage, au 33 1 84 22 71 71. On parle des femmes surdouées aujourd'hui. Monique de Kermadec, c'est le titre de votre ouvrage. Comment vous comprenez ce témoignage et cette histoire d'une jeune femme qui n'est pas allée jusqu'au test? C'est un très beau témoignage parce que je remarque plusieurs points qui me semblent essentiels. La façon dont elle souligne l'impact du regard de la société, que ce soit sur la fille et les conséquences que ça peut avoir dans la vie familiale et dans l'accompagnement de la fille, mais aussi que ce soit sur son frère qui a été mis dans une case, comme elle le souligne bien, et qu'être mis dans une case est rarement positif. J'ai reçu, et ne serait-ce même que hier, un jeune homme qui avait très tôt été mis dans cette case du surdoué et du petit génie et qui était dans un état de stress absolument incroyable, car il devait être merveilleux et toujours montrer qu'il était exceptionnel. À la hauteur de l'intelligence diagnostiquée, finalement. À la hauteur de ce que les parents pensaient que voulait dire une intelligence supérieure, comme celle d'un enfant qui a plus de 130 de QI. Donc son refus d'être dans une catégorie, je la félicite pour autant, parce que je crois qu'une fois que l'on sait que l'on peut être surdoué, c'est la première chose à oublier. C'est-à-dire qu'on doit continuer à vivre comme on a vécu, on doit continuer à être soi-même et ne pas avoir à prouver aux autres
que l'on est super intelligent. Lilia Rechetniak, il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes retrouvée dans cette histoire? Oui, à l'exception que je n'ai pas de petit frère, donc je n'ai pas eu la comparaison. Et alors avant tout, je voulais juste rebondir sur quelque chose que Monique vient de dire. Je dis souvent aux personnes que je croise dans mon travail que le but du diagnostic, c'est d'aller au-delà. Donc, parce que quel que soit le diagnostic dans ce domaine-là, bien sûr, l'idée c'est effectivement de vivre sa vie et non pas la vie d'une femme surdouée ou d'une personne surdouée. Vous avez été diagnostiquée à quel âge, vous, Lilia? J'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans. Ensemble avec le diagnostic des troubles du spectre autistique. C'est vrai que je fais très clairement la différence entre... La différence entre les deux est flagrante. Quand je discute avec des femmes qui ne sont que autistes ou que surdouées, je vois très bien la différence. Alors, justement, revenons peut-être au sens des mots, Monique de Kermadec. Surdoué, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faisiez allusion à ce fameux QI supérieur à 130. Oui, on a tendance à le définir en termes d'un QI, d'un chiffre, parce que il s'agit là avant tout d'apprécier les capacités intellectuelles, cognitives d'une personne. Or, on peut être surdoué dans d'autres domaines. Je dirais qu'on peut être un artiste, on peut être un sportif de haut niveau, on peut être quelqu'un qui a une intelligence pratique exceptionnelle. Donc, je regrette toujours lorsqu'on le limite uniquement à un chiffre de QI. Nous sommes beaucoup plus qu'un chiffre de QI. Nous sommes un ensemble d'intelligences que nous utilisons alternativement ou ensemble. Haut potentiel intellectuel, c'est un synonyme de surdoué ou c'est différent? C'est un terme qui a été utilisé beaucoup en entreprise. Les hauts potentiels sont avant tout, je dirais, des personnes jugées comme capables d'une avancée plus rapide, capables de plus grandes responsabilités en entreprise. Certaines personnes qui ont du mal avec le mot surdoué, d'ailleurs j'aimerais souligner qu'il ne s'agit pas de sur-doué, c'est un mot complet surdoué qui a été donné par un psychologue Ajoria Guerra dans les années 40-50 et qu'il ne s'agit nullement de vouloir parler d'une supériorité. Oui, vous insistez sur la différence. Néanmoins, ce sont des personnes qui ont une intelligence supérieure à la moyenne, quoi qu'on en dise. Mais si vous me donnez le choix entre 130 de QI et avoir une très grande intelligence émotionnelle, je crois que je n'hésiterai pas un instant, je vais prendre la seconde. Vous insistez dans votre livre sur, je l'ai dit en introduction, sur la rapidité, la capacité de mémorisation aussi, qui est très souvent associée à l'intelligence. Mais il y a beaucoup d'autres caractéristiques, vous pourriez nous les citer? Oui, alors je commencerai par la sensibilité parce que c'est quelque chose qui est très souvent amené en consultation, parce que cette sensibilité parfois est difficile à cacher et peut gêner les personnes dans un contexte professionnel, par exemple, ou être mal comprise dans un contexte familial. Et tout de suite, la personne est perçue comme étant trop. Le mot trop est très souvent associé au surdoué, que ce soit dans sa sensibilité, dans son hyper-exigence, dans, je dirais, la complexité de sa réflexion. Il complique tout, entre guillemets. Il ne se contente pas d'une seule réponse. Il a besoin d'aller plus loin. Je crois que... La capacité aussi à se poser des questions qui nous dépassent. Hein. Où va le monde? Des questions oui, ça, on le remarque chez les tout-petits. Plus métaphysiques, on va dire. Voilà, un jour, j'ai un tout petit qui est en consultation, il avait 3 ans, m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire si jamais la Terre s'arrête de tourner? Bon, ça paraît aberrant à des adultes, mais néanmoins, ça me paraissait très logique. Et sa maîtresse n'avait pas pu lui répondre. Donc, il voulait absolument que je réponde à cette question. Chez les adultes, ça se caractérise par une curiosité, une soif d'apprendre, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'une question va permettre de rebondir sur une autre question. Alors que, je dirais, la personne au courant, dans le quotidien, va se contenter d'une réponse simple et facilement assimilable, le surdoué ou l'enfant précoce va se poser d'autres questions immédiatement. Et donc, cette pensée que l'on a appelée en arborescence, qui est en fait de rebondir d'une question à une autre, est quand même assez particulière chez le surdoué. Quelle proportion de surdoués dans une population ? Toujours la même proportion. Si nous en tenons aux tests, bien évidemment, ça ne concerne que 2% d'une population. Mais si nous le tenons uniquement
si on prend pour référence les tests cognitifs. L'intelligence extrême, est-ce qu'elle est souvent, on entendait le témoignage de Sophia avec son frère surdoué, elle faisait allusion aussi à son père, est-ce qu'il y a une hérédité dans cette intelligence extrême? Alors, il y a eu 2 écoles depuis très très longtemps. À un certain moment, on disait que c'était purement héréditaire, puis il y a eu une école qui a dit que c'était purement le fruit de l'environnement dans lequel on se trouvait, et on a constaté qu'en effet, si nous sommes dans un contexte, je dirais, qui nous sollicite et nous incite à fonctionner au plus haut niveau de nos possibilités, nous pouvons accroître notre QI. Mais ce que l'on a découvert, c'est que si nous quittions ce contexte, nous revenions à notre chiffre initial. Donc, il y a un impact de l'environnement. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de sollicitation, on a son quotient d'intelligence qui diminue? Je pense que si on ne lit plus, si on ne s'informe plus, mais c'est une situation tellement artificielle. Il faudrait rester enfermé dans un placard pendant quelques années. Oui, en fait, on n'en sait rien. Hein, on n'en est pas. Alors, pour revenir aux femmes, si on prend un milieu pauvre, une jeune fille qui est très peu sollicitée parce qu'elle est sans cesse cantonnée à des tâches ménagères, par exemple. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intelligence dans les tâches ménagères, mais forcément, son intelligence est moins sollicitée. Est-ce qu'il y a du coup très peu de chances qu'elle ait une intelligence supérieure? Il est vrai que dans un contexte, je dirais, pauvre, mais au sens large du terme, c'est-à-dire intellectuellement, culturellement pauvre. Oui, c'est ce que je voulais dire. L'enfant sera moins sollicité, aura moins d'occasion d'apprendre, de découvrir. Et là, l'école va jouer un rôle fondamental. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a suggéré une scolarisation tôt, pour permettre à des enfants dont les parents ne possédaient pas bien la langue du pays dans lequel l'enfant vivait, ne possédaient pas la culture, d'avoir accès à cela par le biais de l'école. Vous vous interrogez sur les femmes surdouées. Évidemment, vous êtes bien consciente du piège du genre. Hein. Vous ne dites pas que les femmes surdouées ont une intelligence différente, mais que tout de même, le problème se pose différemment de l'intelligence supérieure. Pourquoi? D'abord parce que les femmes vivent dans une société qui a un impact forcément sur elles. Il y a certains stéréotypes, certains préjugés qui vont bien évidemment avoir un impact dès son plus jeune âge. Ce que la famille va accorder comme place à la fille, à la femme, va être bien évidemment très important. Après, bien sûr, même en milieu scolaire, il y a des cultures où on envoie plutôt les garçons à l'école, on les envoie plus longtemps, où ils font des études supérieures, et les filles ne sont pas encouragées à le faire. Donc, la femme ne connaît pas le même contexte social et culturel que l'homme. Après, bien évidemment, il y a certaines différences qui sont liées à certains traits de personnalité. Et y compris d'ailleurs dans votre cabinet en France, où vous dites qu'il y a plus de demandes pour les garçons et que pour les adultes, ce sont souvent des mères qui s'aperçoivent qu'elles sont surdouées, mais en fait elles viennent vous consulter pour leurs propres enfants. Elles s'occupent pas tellement de leur propre intelligence finalement. Alors, ayant le privilège d'un recul de plus de 20 ans, je constate malgré tout qu'aujourd'hui il y a plus de filles qui viennent aussi pour être testées. Donc, on n'est peut-être pas à 50%, mais on s'en rapproche. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'est établi. Parmi les adultes qui viennent me consulter, il y a une plus grande majorité de femmes qui se livrent à une recherche d'elles-mêmes, à une certaine introspection, mais il y a quand même des hommes. Mais il est vrai que les consultation s'inverse un peu à l'âge adulte. On va trouver plus de femmes en demande que d'hommes, non pas pour avoir un chiffre de QI, mais pour mieux comprendre qui elles sont. C'était votre cas, Lilia Rechetniak, mieux comprendre parce que vous avez passé ces fameux tests à l'âge adulte. Oui, moi c'était vraiment un besoin de mettre fin à une recherche de moi qui était là depuis toujours. Vraiment depuis toujours. Et... c'est des livres d'abord et ensuite les tests ont définitivement permis de répondre et au bout d'un certain temps de passer à autre chose, justement de me libérer du diagnostic quelque part. Parce que dans votre famille ne se posait pas la question de cette façon-là, vous concernant? Pas du tout. En plus j'ai grandi en Ukraine, donc là-bas ces questions-là sont encore moins... Alors maintenant ça commence un petit peu, mais à l'époque c'était pas du tout abordé. Et vous êtes arrivé en France à quel âge? À 15 ans. Donc vous ne parliez pas français? Très peu. Et du coup, vous aviez le sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas en vous? Oui, c'est, je pense, une situation très classique où j'étais bien quasiment que quand j'étais toute seule. Mon jeu préféré, c'était d'aller explorer l'espace sous la table du salon. En fait, j'allais dans l'univers.
Et j'étais beaucoup mieux avec des adultes ou un petit peu plus tard avec des enfants plus jeunes. Que les parents me confiaient alors que j'avais 7 ans, je gardais des gosses de 3-4 ans, ils avaient confiance en moi, j'ai jamais compris pourquoi. Et voilà, c'était vraiment une incompréhension totale de qui je suis, pourquoi je suis là et pourquoi est-ce que j'arrive pas à fonctionner comme tout le monde. À quel moment vous prenez conscience que vous ne raisonnez pas intellectuellement de la même façon que les autres ? Très tôt. Il y a un exemple ? Oui, c'est bizarre. J'ai un exemple de moi à 3 ans. En fait, je suis partie vivre en Autriche parce que Tchernobyl a explosé, enfin toute une histoire. Donc on m'a envoyé loin de la radiation. Et j'ai un exemple de moi en train de toute seule dans l'appartement. Alors je crois que j'étais toute seule. J'ai lacé mes chaussures pour la première fois et je me rappelle d'avoir eu cette pensée: je ne peux pas faire confiance aux adultes. Il faut que je sorte de l'appartement parce que sinon je resterai enfermée, personne ne viendra me chercher. C'était faux, bien sûr, personne ne m'a abandonnée, mais voilà, c'était à ce moment-là. Monique de Kermadec. Oui, je pensais que par rapport au sentiment de différence, il est plus important chez la femme surdouée que chez l'homme surdoué, parce que la fille surdouée sort déjà de ce que l'on attend d'elle en tant que fille. Complètement. Et en plus, intellectuellement, elle déroute. Donc, cette impression de ne pas être à sa place est beaucoup plus forte chez elle. Et c'était une souffrance. Ah oui, ça je l'imagine. C'était volontiers. comme pour beaucoup. Comment vous avez réagi ? Comment vous avez quand vous avez été diagnostiqué au potentiel ? C'était un soulagement. J'ai eu l'impression que j'avais un gros sac à dos que j'ai enfin réussi à poser et ok, je veux plus trop y toucher en fait. On vous a donné un chiffre, on vous a donné des chiffres selon les items puisque ce sont des tests en plusieurs parties. On m'a donné un chiffre, mais on m'a dit de ne pas trop le prendre en considération parce que ayant aussi le diagnostic d'autisme, les tests sont moyennement adaptés. Ils ne sont pas. On m'a dit voilà, enfin t'as un chiffre, mais en gros j'ai repassé un test récemment et on m'a dit un petit peu la même chose, même si c'était un peu plus précis parce que je savais déjà. Vous n'avez pas envie d'en parler de ce chiffre? Pas spécialement, parce que je pense pas qu'il soit important en fait, d'autant que toujours la peur d'accentuer la différence. Ah, elle est là, clairement. Mais c'est pas pour ça. Il y a le mélange des deux. Il y a la peur d'accentuer la différence, et puis il y a aussi la conscience claire que c'est pas le chiffre qui importe, et j'ai pas envie d'alimenter en fait la culture de ce chiffre-là. Ouais. Chez les femmes surdouées, vous mentionnez quand même, Monique de Kermadec, des choses qu'on retrouve chez beaucoup de femmes qui sont pas surdouées, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, de se dire je ne suis pas légitime, j'ai manque de confiance en soi. Alors le syndrome de l'imposteur est vraiment très important chez la femme surdouée parce qu'il est étonnant dans la mesure où ses capacités intellectuelles sont telles que sa formation est certainement égale à celle de ses confrères dans le milieu de travail. La femme s'identifie tellement à ce qu'elle produit dans son travail. Un homme, lorsqu'il a un projet qui ne marche pas ou un projet qui est rejeté en réunion, va se sentir tout aussi bien qu'avant. C'est ce projet qui n'a pas marché. Une femme se sent personnellement rejetée. C'est-à-dire qu'il y a une production qu'elle vit comme une part d'elle-même, quelque part. Donc, je crois que ce qui est important et à faire comprendre aussi aux personnes qui les entourent, ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'on est absolument conscient d'une supériorité ou de sa capacité à résoudre les problèmes auxquels on fait face. Au contraire, plus on est surdoué, plus on est conscient de la marge qui reste pour atteindre l'objectif qu'on aimerait atteindre. On est toujours en deçà de ce qu'on considère être la perfection. Vivre avec cette différence. Donc on parle des femmes surdouées aujourd'hui avec vous, et bien sûr vous pouvez nous appeler pour nous questionner ou questionner Monique de Kermadec au 33 1 84 22 71 71. This road, my sister, but on your head, the yoke.
life by these fruits. Don't give up now, don't give up now, don't give up this road, my sister. Don't give up now, don't give up now. Don't give up now, don't give up now, don't give up this road, my sister. Put on your head the yoke. Strengthen your mind, love in the heart. We are because who you are. In the down of time, we are been because of you are. The queen cleaning life by his fruits. Don't give up now, don't give up now, don't give C'est up. Mo Calamity chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et on s'intéresse aujourd'hui à cette catégorie d'êtres humains dont on ne parle pas très souvent, des femmes surdouées. C'est vrai qu'on parle plus souvent des enfants surdoués puisqu'ils sont diagnostiqués maintenant de plus en plus jeunes, du moins dans les pays du Nord. Mais il y a, vous nous l'expliquiez d'ailleurs, Monique de Kermadec, à peu près le même pourcentage potentiellement oui, de oui, surdoués partout dans le monde, hein, quelles que soient les catégories de la population, même si il est vrai aussi que vivre dans un milieu où l'intelligence est stimulée est plus productif forcément qu'un milieu où l'intelligence n'est pas stimulée. Vous pouvez nous appeler pour nous questionner si les explications de Monique de Kermadec et également de Lilia Rechetniak qui a été diagnostiquée au potentiel à l'âge adulte et qui maintenant travaille à l'inclusion des personnes atypiques et pas seulement les personnes à haut potentiel d'ailleurs dans les entreprises. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Une question qu'on pose souvent, est-ce qu'une femme surdouée réussit forcément sa carrière professionnelle? Monique de Kermadec. Je soulignerai le mot forcément là dans votre question parce que ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'on réussit forcément. Il y a des parcours très très différents et il faut souligner que certaines personnes ont effectivement des parcours exemplaires, assez admirables, et d'autres ont plus de difficultés à faire reconnaître leur potentiel, leur talent, et s'engager en entreprise est aussi complexe pour la femme surdouée, car là aussi nous avons certains stéréotypes de la place que la femme peut tenir en entreprise et en tant que dirigeant et manager. Si on prend un pays comme la France, il n'y a aucune femme qui dirige une entreprise du CAC 40. Si, il y en a une. Il y en a une seule. Mais nous avons plus de femmes en politique. Vous pensez à qui? C'est Engie. Oui, Engie, mais elle n'est pas tout à fait la dirigeante d'Engie, totalement. Nous avons quand même aujourd'hui des femmes qui tiennent des places importantes en politique. Nous avons des femmes qui sont auto-entrepreneurs. Nous avons des femmes qui dirigent des entreprises. Mais il y a encore de grands progrès à faire. On est bien d'accord que le CAC 40, c'est pas c'est pas la référence pour analyser la réussite professionnelle. Si on prend le cinéma, on a Nathalie Portman, on a Sharon Stone qui ont des QI supérieurs à 130, qui ne font pas d'ailleurs forcément une plus belle carrière que d'autres stars de Hollywood. Pas nécessairement, non, mais je ne vois pas pourquoi le QI devrait être le garant d'une réussite. C'est vrai que ça correspond à un stéréotype. On pense que si on est supérieurement intelligent, tout va très bien marcher. Or, il y a d'autres intelligences qui vont être nécessaires pour que ça marche, justement, et pas simplement des capacités intellectuelles. Quel type d'intelligence? Eh bien, une intelligence émotionnelle et relationnelle. Que faire avec l'autre? Comment faire passer ses projets? Et comment faire passer en réunion ses conclusions, ses propositions. Mais là, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Justement, comment ça se passe en entreprise, avec les entreprises en tout cas qui viennent vous consulter, Lilia Rechetniak, pour prendre en compte davantage cette diversité intellectuelle? Ce que je constate en entreprise, c'est que donc, par rapport aux femmes surdouées, parce que mes interlocuteurs sont effectivement les entreprises et bien sûr, je vois aussi, je contacte beaucoup de femmes et d'individus directement concernés. Donc, le constat est que tout ce que Monique a expliqué sur la nature féminine, déjà sur ce qu'on reçoit de la société et comment on se forme, en plus de la surdouance, ça fait que souvent, les femmes ne sont pas vraiment prises au sérieux. On nous dit, par exemple, tu te poses trop de questions.
On nous dit non mais ça c'est ta nature féminine. On nous dit que la femme, en plus avec une sensibilité qui ne veut pas dire sensiblerie, c'est deux choses complètement différentes, mais avec une sensibilité et parfois une émotivité, elle passe pour une enfant, donc on ne la prendra pas au sérieux. En réunion, en réunion ou en face à face, peu importe, on va nous dire par exemple non mais tu prends pour excuse le fait que tu sois surdoué, ou alors tu prends ça pour raison principale. Donc même si on a des super idées, des super propositions, on les entend pas parce que c'est l'atypisme qui prend le dessus finalement. Exactement. Oui. Souvent. Il y a la perception de la femme aussi. Je me suis amusée à faire une liste qui va peut-être vous rappeler quelque chose. La façon dont les femmes sont perçues en entreprise. Quand l'homme commande, il s'est perçu de manière positive. La femme, elle est autoritaire, elle est arrogante alors qu'un homme est sûr de lui. Quand un homme est tenace dans ces choses, la femme est têtue. Quand il est impétueux, elle est impulsive. Quand il décompresse, elle est hystérique. Quand il pèse le pour et le contre, elle ne sait pas décider. Et si elle est gentille, son autorité est remise en question. C'est des petites listes que je m'étais amusée à faire par rapport aux commentaires que certaines femmes pouvaient rapporter du regard des hommes sur leur comportement d'entreprise. Et lorsqu'une femme est supérieurement intelligente, c'est d'autant plus compliqué, d'autant plus déstabilisant pour l'entreprise. Notre société a évolué. Je crois qu'il y a tout un nombre d'hommes aujourd'hui qui acceptent très volontiers, je dirais, de collaborer et je dirais même de percevoir la richesse d'une collaboration avec une femme intelligente. Mais il y en a encore quelques-uns qui en ont peur. Mais de percevoir à utiliser l'intelligence supérieure, il y a encore une planète? Oui. Honnêtement, parmi toutes les femmes surdouées en entreprise que j'ai rencontrées et que je rencontre, il y en a qui ont choisi l'entrepreneuriat parce qu'en entreprise, c'était pas possible. Il y en a aujourd'hui qui ont beaucoup de mal parce qu'elles se font remarquer. C'est compliqué de cacher sa nature à un moment donné. Elles se font remarquer, donc elles subissent d'autant plus de sexisme parce qu'elles ne restent pas dans leur petit coin. Et effectivement, de là à utiliser, il faut... vous savez, on dit par exemple même pour les relations amoureuses ou pour les relations de travail, sur cet aspect-là, c'est pareil. Il faut quelqu'un qui n'ait pas besoin que son ego soit renforcé par son entourage pour pouvoir manager une femme surdouée. Pour pouvoir manager des surdoués. Mais une femme, je pense d'autant plus parce qu'en plus, elle rapporte des choses auxquelles le manager n'aura pas forcément pensé. Et on n'en est pas encore à vraiment l'utiliser encore. Pas partout. On dit souvent que pour faire carrière, il faut avoir une capacité à prendre des risques. Mais alors pour les femmes à haut potentiel, qui ont parfois ce manque de confiance en elles, en tout cas cette hypersensibilité, est-ce que c'est d'autant plus une question cruciale? Oui, se faire confiance et être capable de prendre certains risques raisonnés, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, est important et je crois que certaines femmes sont à même de le faire. D'autres peuvent avoir peur de le faire, mais à partir du moment où elles se connaîtront mieux, où elles auront conscience de leurs atouts et de ce qu'elles peuvent apporter, je pense qu'elles seront plus audacieuses. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais avoir un petit peu plus d'audace, puisqu'aujourd'hui c'est une qualité du garçon et ce n'est pas considéré une qualité de la fille. C'est quand même en train de changer, Ilia Rechetniak. Oui, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de très jolis parcours de femmes entrepreneurs que je trouve vraiment formidables. Il y a des événements qui sont organisés pour les femmes entrepreneurs, par les femmes entrepreneurs, pas seulement, mais donc c'est en train de changer et heureusement. Après, je trouve que c'est dommage qu'on en soit à avoir besoin d'organiser des choses exprès et qui ait encore besoin de faire cette distinction en fait. Mais c'est une étape. Alors, pour terminer cette discussion, toutes les deux, j'aimerais forcément vous poser la question, comment être soi-même quand on vous assigne finalement, ne serait-ce qu'à cause des tests ou pas forcément, mais un rôle de femme très intelligente. Comment se retrouver, comment vivre en harmonie avec soi-même sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On a évoqué brièvement la solitude induite par la différence. Alors là, vous soulignez un point qui est fondamental et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, qui est que pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller positivement, nous avons d'abord besoin de nous connaître. De nous connaître non pas en fonction, je dirais, de normes sociétales ou de normes masculines, mais que la femme prenne conscience qu'elle a des richesses personnelles,
des richesses qui sont liées à son identité féminine, qu'elle a quelque chose à contribuer à la société, à l'entreprise. Donc, première démarche, c'est ne pas se vivre simplement comme différente ou de façon négative, mais percevoir en positif ce qui la constitue. Et à ce moment-là, on peut être soi-même parce qu'on n'a pas à être en guerre. On est spontanément soi-même. Lilia Rechetniak, à quel moment vous avez fait la paix avec vous-même? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, finalement, mon intelligence va me servir à me dire que tout va bien aller, que je vais résoudre probablement des problèmes que d'autres ne parviendraient pas à résoudre? Alors cette chose-là que vous venez d'évoquer, je me la suis dite il n'y a pas si longtemps que ça. C'est grâce à mon entreprise en fait. Heureusement que j'ai des personnes qui sont avec moi, avec qui j'ai cofondé et avec qui je co-gère l'entreprise. Mais à un moment donné, je suis arrivée à cette conclusion. Maintenant, à quel moment je me suis dit ou que j'ai fait la paix avec moi-même? Il n'y a pas vraiment un moment, et je ne pense pas l'avoir fait complètement non plus, mais c'est le fruit d'un travail énorme qui se fait d'une manière complètement invisible pour les autres. Mais effectivement, ce que je ressens individuellement et aussi en discutant avec beaucoup d'autres femmes, c'est que quand on a une différence et quand on nous la renvoie aussi régulièrement pour certaines, je trouve qu'il y a un plus fort besoin de chercher cette paix. Parce que pour gérer toute l'effervescence du monde intérieur, il faut un peu plus de force intérieure et de stabilité aussi. En tout cas, vous le faites bien passer. Bravo pour votre français que vous avez appris à l'âge de 15 ans. On le disait pendant la chanson, on en discutait, vous parlez 4 langues. Hein. Merci à toutes les deux. Monique de Kermadec, La femme surdouée, paru chez Albin Michel. Écrivez-nous d'ailleurs si vous souhaitez recevoir un exemplaire, si vous êtes reconnu dans ces difficultés, dans ces différences, mais aussi dans cette capacité à surmonter ces problèmes. Et bien sûr, je le dis aussi, Monique de Kermadec, vous revenez régulièrement dans cette émission pour évoquer ces sujets trop peu souvent discutés. Lilia Rechetniak, ipipine.com, donc c'est votre start-up qui a été créée pour aider des entreprises à être plus inclusives avec les hauts potentiels, les personnes atypiques. Dans quelques instants, on donne la parole à Didier Akoueté, lui aussi un haut potentiel, pour sa chronique Tous entrepreneurs et entrepreneuses. Première escale, ce sera à Johannesburg avec Didier Akoueté. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. 'Cause I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, over serving them hypocrites, if they would mingle with the good people we meet. Good friends we had, or good friends we've lost along the way. In this great future, no, you can't forget your past. No, no way. So dry your tears, I say. And no woman, no cry. No woman, no cry. Here, little darlings, don't shed no tears. And no woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, and then Georgie would make the firelight as it was logwood burning through the night. Then would cook cornmeal porridge, oh, which I share with you. La reprise
reprise de No Woman No Cry par Fada Fradi chez 7 milliards de voisins sur RFI. On va donner maintenant la parole à Didier Akoueté. Vous le connaissez, Didier Akoueté, les voisins. C'est le coach des jeunes patrons de l'Afrique qui gagne, qui participe régulièrement à notre émission. Les problèmes, les histoires d'entrepreneurs sont universelles, on ne le dit jamais assez. Et la petite histoire est souvent aussi riche d'enseignements pour la grande économie. Bonjour Didier Akoueté. Bonjour Emmanuel Bastide. Didier Akoueté, vous avez décidé de nous raconter régulièrement dans cette émission de petites histoires d'entrepreneurs. Je le dis pas d'ailleurs, l'adjectif petite pour dévaloriser, mais aujourd'hui, on commence avec votre regard sur un jeune cireur de chaussures à Johannesburg en Afrique du Sud. Absolument Emmanuel, comme je dis souvent, le petit entrepreneur a souvent les mêmes problèmes que le plus gros, à des dimensions différentes, mais un entrepreneur reste un entrepreneur. Et c'est l'histoire de ce jeune cireur que j'aimerais bien vous raconter aujourd'hui, que je croisais souvent dans un hôtel prestigieux à Johannesburg et qui me cirait mes chaussures. Alors vous reconnaissiez pas vos chaussures une fois qu'ils avaient ciré, elles brillaient tellement que vous pensiez qu'elles étaient neuves. Et un jour je dis mais enfin tu sais que tu peux faire un super business avec cette affaire de cirage de chaussures. Et le bougre, je crois qu'il a dû suivre peut-être mes conseils. Et donc quelques années plus tard, je le vois installé dans l'un des malls les plus prestigieux de Johannesburg, à Sandton. Vous savez, Sandton, c'est un des quartiers les plus prestigieux, dans le Nelson Mandela Square Mall, qui est un super mall, dans un corner où notre jeune homme est installé. Magnifique. Alors, il est installé depuis combien de temps ? Ça doit faire bien 5 ans qu'il est installé, puisqu'à chaque fois que je passe, je le vois. Évidemment, je ne manque pas de lui donner mes chaussures à cirer. Ouais. Est-ce qu'il gagne plus d'argent ? C'est un jeune entrepreneur à succès, c'est ça la beauté de l'histoire. À chaque fois que je passe, il a une tonne de chaussures sur son tapis qu'il cire. Il a même recruté un jeune assistant qui l'accompagne. Et l'autre fois, je lui pose la question, je lui dis, mais combien de chaussures tu arrives à cirer tous les jours ? Il me dit, au moins une trentaine. Et à chaque fois qu'on cire nos chaussures, on paye environ 50 rand. Selon le taux du rand, c'est plus ou moins 3-4 euros. Donc, si l'on fait au moins une trentaine, tu fais le calcul, vous faites rapidement le calcul, vous voyez que il n'est pas malheureux, notre jeune homme. Donc, c'est un jeune homme qui gagne combien d'euros par jour, là, pour que si on prend 30 chaussures en moyenne, fois 4, ça fait déjà à peu près 120 euros. Par jour. Donc vous voyez, sur une semaine, il est au moins à 600 euros. Vous multipliez par 4 semaines dans le mois, ça veut dire qu'il s'en sort à plus de 2000 euros, presque 2500 euros par mois. Pour un cireur de chaussures à Johannesburg. Mais alors attendez, il est quand même dans un des centres commerciaux les plus chers. Comment il fait pour payer son emplacement ? C'est ça la magie de l'histoire, c'est la question que je lui ai posée. Mais c'est quand même très cher, les corners à Johannesburg et à Sandton. Et le petit filou, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fait sponsoriser son petit espace par une banque locale. Parce que la banque fait de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, il met un petit panneau et il dit « Mon business est sponsorisé par telle banque. » Et donc, c'est la banque qui paye en réalité son loyer. Donc, ça lui donne une marge relativement confortable pour quelqu'un qui ne faisait que cirer quelques chaussures dans un hall d'hôtel. Donc c'est un vrai businessman qu'il est devenu. Et la prochaine étape alors, Didier, pour vous, le coach des entrepreneurs ? Je me suis amusé à dire, mais attendez, votre truc a tellement de succès, mais créez une marque, faites une franchise, multipliez ça dans tous les mois, multipliez vos revenus. Imaginez s'il crée sa marque, il crée 5, 6, 7, 10 corners, ce qu'il peut gagner. Et peut-être demain, il ouvrira des corners de cirage de chaussures, de ressemelage et de produits dérivés. Voilà. Donc, vous voyez. Et c'est surtout que maintenant vous avez dévoilé combien il gagnait par mois. Si ça se trouve, la banque ne voudra plus lui prêter cet espace dans le mall, en plus. C'est peut-être ça le drame de l'histoire. Mais enfin, espérons que la banque se dise, il a réussi, on va encore lui ouvrir un deuxième, un troisième corner, parce que finalement, ça développe l'emploi sur le continent. Et tous entrepreneurs. Tous entrepreneurs, c'est un peu votre façon de voir le monde qui vous entoure. À très très bientôt Didier, merci d'avoir été en ligne avec nous. Et j'en profite aussi, bonne chance pour Afrique Talent, c'est vendredi et samedi prochain à Abidjan. Merci à Emmanuel, vous. à très bientôt. Pour terminer cette émission, on a fait de grands efforts intellectuels auprès des cracks au féminin. On a parlé des entrepreneurs en devenir. Je vous propose maintenant, une respiration, une balade matinale, poétique, dans Paris à l'aube. C'est tellement banal finalement que personne n'y pense.
Et c'est une idée de la compagnie de théâtre La Belle Meunière. Une balade matinale au cœur de Paris pour reconsidérer l'aube. C'est la promesse. Le public avait rendez-vous à 6h30 du matin sur le pont de la Concorde. Notre reporter Inès Edel Garcia s'est levée de très bonne heure pour suivre cette expérience et rencontrer d'autres marcheurs matinaux. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous vivez une telle expérience ? C'est pas la première fois que je marche à l'aube, mais c'est la première fois que je déambule avec des gens que je ne connais pas dans Paris, selon un circuit organisé et dont je ne connais pas les détails non plus. Et d'habitude, quelles sont les marches que vous pouvez faire à l'aube comme ça ? J'ai longtemps été à la fac à Saint-Denis, j'habite au centre de Paris. Je me réveillais, j'avais pas mon pass Navigo à l'époque, donc je me réveillais à 5h30 pour marcher 2h30 jusqu'à Saint-Denis, jusqu'à la fac de Saint-Denis. Voilà. Et qu'est-ce que ça change de voir la ville à une heure pareille ? Ça change la population déjà qu'on voit éveillée. Tous les gens qui travaillent ne sont pas les mêmes, et évidemment. Et puis son état n'est pas forcément le même non plus, dépendamment de si on est matinal ou pas, mais moi je suis souvent assez endormie comme je le suis maintenant. Donc les sensations sont très très surprenantes et très enveloppantes. C'est aussi une perspective quoi, l'aube. C'est-à-dire que se réveiller très tôt en ayant la perspective de toute cette longue journée, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le sas d'entrée dans la journée, 5h30, 6h. J'ai l'impression que je sens pas la vie grouiller autour de moi. Et du coup, je peux penser à d'autres choses comme si venu un peu d'un autre monde. Voilà. Merci. Alors là, on vient de nous remettre un texte. Est-ce que vous pouvez nous le lire ? Parmi l'infinité des types de construction, le pont représente celui où l'homme a transmis une partie de son trouble, ses angoisses, ses espoirs, sa terreur et ses rêves. Ouais, je trouve ça assez rafraîchissant. Je sais pas ce qui va nous en rester dans la journée, tu vois, quand tu commences ta journée comme ça, à 6h30 à te faire une balade en train de lire des petits messages sur des ponts. Je sais pas comment tu te sens le reste de la journée, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de venir comme ça, à 6h30 du mat. D'habitude, vous n'êtes pas aussi matinal. On va dire 6h30, c'est une heure qu'on connaît seulement si on bosse dans les transports ou si on fait des livraisons, quoi, tu vois, des choses comme ça. Ou sinon, c'est quand on revient de teuf aussi, en général. Et donc voilà, je voulais un peu connaître cette sensation de se réveiller à 6h30 sans véritablement aucune raison, puisque c'est pas des choses qu'on ferait normalement, et aussi forcément de voir la ville différemment. Et en quoi la ville est différente ? D'abord, il y a beaucoup moins de choses, elle est beaucoup moins vivante, quoique 6h30, il se passe quand même déjà pas mal de choses, hein. C'est presque un peu décevant, j'aurais bien voulu que ce soit genre plus calme, quoi. Il y a quand même beaucoup de voitures, hein, déjà. Et je pense que c'est surtout notre manière de l'apercevoir. On perçoit des petits détails comme ça, parce que surtout en plus on a un soleil magnifique ce matin. Et on a des petits détails comme ça de choses qu'on voit à droite à gauche et qui forcément peuvent générer un peu de poésie d'une certaine façon. Demain, 7 milliards de voisins est un autre jour, un autre lever du soleil. Je recevrai la chanteuse La Voix Souad Massi à l'occasion de son nouvel album. Ce sera l'occasion d'évoquer les femmes et l'Algérie. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous dis à demain, bien sûr, sur RFI.